Ma fiancée m'a dit, annule le voyage de noces. Mon ex a besoin de moi cette semaine-là pour un soutien émotionnel. J'ai répondu, très bien. C'est déjà annulé, ainsi que le mariage, la salle de réception et l'intégralité de notre relation. Je m'appelle Étienne Lambert. J'ai 32 ans et je travaille dans la gestion de biens immobiliers commerciaux dans une ville moyenne de l'ouest de la France, à Nantes. Mon travail est structuré et prévisible, principalement des budgets, des calendriers d'entretien et des négociations avec les locataires. Je garde une routine stable, des matins tôt, une séance à la salle de sport avant le travail, des soirées à la maison à revoir des contrats ou à cuisiner des plats simples. Je ne suis pas impulsif de nature et je ne prends pas de décisions majeures sans planification. Ma fiancée est Margot Lefebvre. Elle a 30 ans et travaille dans le marketing pour une entreprise régionale de services de santé. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et fiancés depuis 8 mois. Nous ne possédons pas encore de maison, mais nous avons signé un bail commun au printemps dernier et partageons toutes les dépenses à parts égales. Le mariage était prévu pour fin septembre et le voyage de noces était réservé pour la semaine juste après. Margot est extravertie et directe. C'était quelque chose que j'appréciais au départ car j'ai tendance à être plus réservé. Avec le temps, cette franchise s'est transformée en quelque chose de plus tranchant. Elle est fière d'être honnête, mais souvent cette honnêteté résonne comme une critique. Elle corrige les serveurs, se dispute avec le service client au téléphone, et n'a aucun problème à dire à ses amis que leurs choix de vie sont inefficaces. J'ai appris à faire abstraction quand cela s'adressait aux autres. C'est devenu plus difficile quand cela m'était destiné. Pour être clair, il n'y avait pas de signaux d'alarme évidents concernant des tromperies ou des rencontres secrètes. Le problème a toujours été les limites, en particulier avec son ex, Rémi. Ils sont sortis ensemble pendant 4 ans avant moi et se sont séparés environ 1 an avant notre rencontre. Selon elle, ils ont rompu parce qu'il était émotionnellement instable et réticent à s'engager. Elle l'a présenté comme si elle l'avait dépassé en maturité. Dès le début, elle a insisté sur le fait qu'ils étaient toujours amis parce qu'elle se sentait responsable de sa santé mentale. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec des dîners constants en tête-à-tête ou des appels téléphoniques tard dans la nuit. Elle a répondu que je manquais de confiance en moi et que des adultes devraient être capables de maintenir des amitiés matures. Je n'ai pas discuté indéfiniment. J'ai fixé une limite claire en disant que j'acceptais les contacts occasionnels, mais pas la dépendance émotionnelle. Dans l'ensemble, elle s'est adaptée, ou du moins c'est ce que je pensais. La planification du mariage n'était pas amusante, mais elle était gérable. Je me suis occupé des aspects pratiques, des arts, des réservations de salles, des calendriers, car c'est ainsi que mon cerveau fonctionne. Margot s'est occupée de l'esthétique et de la politique sociale, ce qui consistait principalement à chercher querelle aux prestataires puis à me dire que j'avais de la chance qu'elle ait des standards. Si un fleuriste ne répondait pas dans l'heure, elle envoyait une relance qui ressemblait à une évaluation de performance. Si je suggérais de laisser tomber quelque chose, elle disait que j'aimais la médiocrité et qu'elle refusait d'avoir une vie médiocre. Le seul point sur lequel j'ai fait opposition très tôt, c'était que Rémi soit présent d'une quelconque manière au mariage. Elle n'a pas demandé à l'inviter, mais elle n'arrêtait pas de mentionner à quel point ce serait gênant s'il la prenait plus tard et se sentait abandonné. C'était son mot préféré pour lui, abandonné, comme s'il était un chien errant qu'elle avait nourri une fois et qui avait désormais un droit permanent sur son temps. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il soit impliqué du tout. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je me sentais menacé par un type qui ne pouvait même pas maintenir une relation. Il y a 2 mois, nous avons eu notre première dispute sérieuse à ce sujet. Je suis rentré du travail et elle était dans la cuisine en visioconférence avec lui. Pas un appel rapide. Cela durait depuis assez longtemps pour qu'elle soit pieds nus, le verre de vin versé, appuyé sur le comptoir, utilisant cette voix douce qu'elle employait rarement avec moi. Quand elle m'a vu, elle a détourné le téléphone comme une adolescente qui cache quelque chose. J'ai attendu qu'elle raccroche. J'ai demandé ce qui se passait. Elle a haussé les épaules et a dit qu'il perdait encore pied et qu'elle était la seule personne à le comprendre. Je lui ai dit que je comprenais qu'on est d'un ami, mais je ne comprenais pas pourquoi cela devait être privé et pourquoi cela se passait toujours la nuit. Elle a répondu que c'était parce qu'il avait un travail et parce que je rendais tout bizarre. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai rappelé ma limite, pas de comportement de partenaire émotionnel secret, pas de séance de soutien nocturne, pas d'attitude suggérant que sa stabilité était sa responsabilité à elle. Elle a ri, elle a vraiment ri, et a dit que c'était mignon que je pense pouvoir gérer ses relations comme un projet.
Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête, si tu ne peux pas supporter que je me soucie des gens, tu ne devrais pas m'épouser. Je suis allé me coucher ce soir-là avec le sentiment que la conversation était terminée, mais pas le problème. Le changement suivant s'est produit environ 3 semaines avant le mariage. La plupart des arts étaient déjà payés, la salle de réception était sécurisée, le traiteur confirmé, le photographe sous contrat. Nous avions dépassé le stade où annuler signifierait perdre de l'argent. Je suis conscient que cela semble pertinent parce que ça l'est. Margot a recommencé à le mentionner plus fréquemment, pas de manière dramatique, juste de petites insertions dans des conversations normales. Elle disait qu'il passait un mois difficile. Elle mentionnait que son anniversaire approchait et qu'il détestait le fêter seul. Elle disait qu'il luttait toujours contre le sentiment d'être laissé pour compte. J'écoutais, mais je ne rentrais pas dans le jeu. J'avais déjà tracé ma ligne. Si elle voulait l'aider de manière raisonnable, très bien. Je n'allais pas surveiller des prises de nouvelles occasionnelles. Ce que je guettais, c'était la dépendance. Le vrai moment est arrivé un dimanche après-midi. Nous étions à notre appartement, assis à la table de la salle à manger, en train de revoir les derniers chiffres pour le voyage de noces. Nous avions réservé 10 jours à l'étranger. Les vols étaient payés. Les hôtels étaient non remboursables à ce stade. J'examinais les détails de l'assurance voyage quand elle a dit qu'elle devait me parler de quelque chose. Son ton était calme, presque clinique. C'est généralement ainsi qu'elle présente les choses lorsqu'elle s'attend à de la résistance. Elle a dit que Rémi avait récemment vécu une rupture. Apparemment, la femme qu'il fréquentait l'avait quitté brusquement. Margot a dit qu'il le vivait mal et qu'il l'avait contacté pour trouver du soutien. J'ai demandé ce que cela signifiait concrètement. Elle a dit qu'il voulait qu'elle soit physiquement présente pendant quelques jours parce qu'il se sentait isolé. J'ai demandé quand. Elle a dit la semaine de notre voyage de noces. Elle n'avait pas l'air gênée. Elle avait l'air agacée que je ne comprenne pas immédiatement. Elle a dit que ce ne serait que pour une partie de la semaine et que nous pourrions reprogrammer le voyage. Elle m'a rappelé que le mariage était une question de flexibilité et de compassion. Puis elle a dit quelque chose qui a tout clarifié pour moi, il a besoin de moi cette semaine-là. Le voyage de noces peut attendre. Je me souviens m'être senti très calme, ni en colère, ni bruyant, juste lucide. Parce que dans cette phrase, elle avait classé ses priorités et je n'étais pas le premier. Le lendemain matin, j'ai tout annulé. Je n'ai pas fait de menace. Je ne l'ai pas annoncé. Je me suis réveillé à 6 heures comme d'habitude, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé par la salle de réception. Le contrat permettait l'annulation avec la perte des arts. J'ai accepté cette perte. Ensuite le traiteur, puis le photographe, puis les crédits aériens, qui donnaient au moins une valeur partielle pour de futurs voyages. Les hôtels du voyage de noces n'étaient pas remboursables, mais c'était le prix de la clarté. À 9h30, le mariage était fonctionnellement terminé. Margot dormait encore quand j'ai fini d'envoyer les derniers courriels de confirmation. J'ai transféré ma moitié du fonds commun restant pour le mariage sur mon compte personnel et j'ai laissé une feuille de calcul détaillée indiquant chaque frais d'annulation et le solde restant. Pas de théâtre, juste des mathématiques. Quand elle s'est réveillée, elle m'a retrouvé à la table de la salle à manger, au même endroit que la conversation de la veille. Elle a immédiatement repris là où elle s'était arrêtée. Elle a dit qu'elle avait réfléchi et que nous devions annuler le voyage de noces parce que Rémi avait besoin d'elle cette semaine-là pour un soutien émotionnel. Elle a présenté cela comme temporaire. Elle a dit que nous pourrions repousser le voyage de quelques mois une fois qu'il se serait stabilisé. Elle a dit que j'étais censé être assez sûr de moi pour comprendre que sa loyauté envers les gens ne disparaissait pas juste parce qu'elle se mariait. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit que c'était très bien. Le voyage de noces était déjà annulé. Elle a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. J'ai ajouté que la salle de réception était annulée, les prestataires étaient annulés, le célébrant était annulé. Il n'y avait aucun mariage à reprogrammer. Son visage est passé de la confusion à la colère en moins de 5 secondes. Elle m'a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit clairement que j'avais pris ses priorités au sérieux. Si son ex exigeait sa présence physique pendant la seule semaine qui était censée marquer le début de notre mariage, alors nous n'étions pas assez sur la même longueur d'onde pour nous marier. Elle m'a accusé de faire un drame. Elle a dit que je n'avais pas le droit de prendre des décisions unilatérales. Je lui ai répondu que j'étais d'accord,
C'est pourquoi je ne demandais pas la permission de mettre fin à une relation où j'étais au second plan. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle n'a pas eu de répartie rapide. La relation s'est terminée ce matin-là. Il n'y a pas eu de dispute dramatique avec des cris. Margot est montée rapidement dans les tours, mais je ne l'ai pas suivie sur ce terrain. Elle est passée du fait de m'accuser de réagir de manière excessive à celui de m'accuser d'essayer de la punir. Elle a dit que tout annulé sans une discussion commune prouvait que j'étais contrôlant. Je l'ai laissé parler. Puis je lui ai expliqué ma logique. Je lui ai rappelé que j'avais clairement énoncé ma limite des mois auparavant, pas de dépendance émotionnelle avec Rémi, pas de positionnement en tant que son soutien principal. Je lui ai rappelé les visioconférences, les conversations privées, la façon dont elle rejetait mon inconfort en le qualifiant de manque de confiance. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'une seule semaine. Il s'agissait de priorité. Elle a dit que je déformais les choses. Elle a insisté sur le fait qu'aider quelqu'un en crise ne signifiait pas qu'elle l'aimait. Je lui ai dit que je croyais cela. Je ne pensais pas qu'elle était secrètement amoureuse de lui. Je pensais qu'elle avait besoin de se sentir indispensable à ses yeux et que ce besoin l'emportait sur le respect de notre relation. C'est alors qu'elle a changé de tactique. Elle a dit, très bien. Je vais lui dire que je ne peux pas venir. Elle a dit qu'elle réduirait les contacts si c'était ce qu'il fallait faire. Elle a dit que j'étais en train de détruire un avenir pour quelque chose de réparable. Je lui ai posé une question directe, si je n'avais rien annulé ce matin, aurais-tu quand même prévu d'aller le voir cette semaine-là? Elle a hésité. Ce n'était pas une longue pause, peut-être 2 secondes, mais c'était suffisant. Elle a finalement répondu oui, parce qu'il l'avait demandé en premier et parce qu'elle ne pensait pas que je la quitterais vraiment pour ça. C'est à ce moment-là que la bague de fiançailles a été retirée. Je ne l'ai pas arrachée. Je ne l'ai pas exigée. Je lui ai simplement dit que nous n'allions pas nous marier et que je ne resterais pas dans une relation où ma présence était négociable. J'ai expliqué que j'avais déjà contacté l'agence de location pour m'informer des options de résiliation anticipée ou de transfert du bail à un seul d'entre nous. Je couvrirais la pénalité si nécessaire, une sortie nette. Elle m'a traité d'homme froid. Elle a dit que je prouvais son point de vue selon lequel je manque de profondeur émotionnelle. Je lui ai dit que je préférais la stabilité au chaos. À midi, nous n'étions plus un couple. J'ai déménagé dans les 4 jours. Le bail était à nos 2 noms, mais l'agence de location a confirmé que nous pouvions le résilier par anticipation avec une pénalité équivalent à 2 mois de loyer. J'ai proposé de couvrir moi-même l'intégralité de la pénalité. Je l'ai fait délibérément pour qu'il n'y ait pas d'imbrication financière ou de moyens de pression plus tard. Margot a soutenu que j'étais extrême et que nous pouvions simplement coexister jusqu'à la fin du bail. J'ai refusé. Vivre ensemble après des fiançailles rompues ne créerait que plus de friction. J'ai pris une semaine de congé. J'ai fait mes cartons méthodiquement. Les meubles que nous avions achetés conjointement ont été mis en vente et vendus, et l'argent a été partagé équitablement. Les articles que l'un de nous avait achetés individuellement sont restés avec cette personne. J'ai tout documenté avec des photos et de simples confirmations écrites pour qu'il n'y ait pas de litige plus tard. Ce n'était pas émotionnel. C'était administratif. Margot oscillait entre la colère et la négociation. Un soir, elle a essayé d'adoucir son ton et a dit que nous jetions 3 belles années par fierté. Je l'ai corrigé. Nous y mettions fin pour un problème de compatibilité. Elle a dit que j'étais incapable de faire des compromis. Je lui ai répondu que le compromis ne s'applique pas au fait d'être à la seconde place dans son propre mariage. Le 4e jour, j'ai signé une location à court terme à l'autre bout de la ville. Un endroit plus petit, au mois. J'ai engagé des déménageurs pour les objets les plus volumineux et j'ai laissé les clés à l'agence de location après un état des lieux final. J'ai envoyé un bref message à Margot confirmant que j'avais résilié les abonnements au service public et que la restitution du dépôt de garantie lui serait envoyée par courrier. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Je l'ai également bloqué sur les réseaux sociaux. Pas pour faire un drame, mais pour éviter la lente agonie des demi-conversations et des messages de fin de soirée juste pour prendre des nouvelles. J'ai informé mes amis proches et ma famille que le mariage était annulé et que je ne discuterais pas des détails au-delà du fait de dire que nous n'étions pas compatibles. Le silence qui a suivi a été immédiat. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait pas de notification concernant Rémi, pas de conversation tendue sur les limites, pas de sentiment de concourir avec un fantôme de son passé. Juste un appartement calme et une ligne très claire.
Je ne me sentais pas dévasté. Je me sentais résolu, et c'est ce qui m'a le plus surpris. Environ une semaine après mon déménagement, les messages ont commencé à arriver par d'autres canaux. Comme j'avais bloqué son numéro et ses réseaux sociaux, Margot est passée au courriel. Le premier était court et sec. Elle m'a accusé de l'avoir humilié devant sa famille et ses amis en annulant tout sans prévenir. Elle a dit que les gens posaient des questions auxquelles elle ne devrait pas avoir à répondre. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. Puis en est venu un plus long. Elle a écrit que Rémi s'était stabilisé et qu'elle lui avait dit qu'elle ne pouvait plus être son soutien principal. Elle a présenté cela comme une évolution. Elle a dit que la crise avait clarifié les choses pour elle et qu'elle réalisait qu'elle voulait un avenir avec moi, pas avec lui. Elle a suggéré que nous nous rencontrions en personne pour parler comme des adultes au lieu d'agir comme des étrangers. J'ai réfléchi pour savoir si je lui devais une conversation. Non pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que je voulais être certain de ne pas réagir par ego. Alors j'ai revu la chronologie calmement. Elle avait prévu d'annuler notre voyage de noces pour être physiquement présente pour son ex. Elle avait admis qu'elle y serait allée si je n'avais pas agi en premier. Son hypothèse par défaut était que je resterais quoi qu'il arrive. Ce n'était pas un écart temporaire. C'était sa conception de la dynamique de pouvoir. J'ai répondu une fois. J'ai fait court. Je lui ai dit que je ne remettais pas en question ses intentions. Je remettais en question ses priorités. J'ai expliqué que je n'étais pas intéressé par la reconstruction d'une confiance là où je devais me battre pour une position de base dans ma propre relation. Je lui ai souhaité bonne continuation et lui ai demandé de ne plus me contacter à moins que ce ne soit lié aux formalités financières finales. Elle a répondu dans les minutes qui ont suivi. Cette fois, le ton était différent. Moins sec, plus frustré. Elle a dit que je réécrivais l'histoire pour me faire passer pour la victime. Elle a dit que les vraies relations exigent de la flexibilité. Elle a dit que ma rigidité me laisserait seul à long terme. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à mon nouveau domicile. Pas de manière agressive. Elle a frappé. Je n'ai pas ouvert la porte. Je lui ai dit à travers la porte que ce n'était pas approprié et que si elle revenait à l'improviste, je considérerais cela comme du harcèlement. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement posé la limite. Elle est partie. Après ça, les courriels ont cessé. Le calme est revenu. Les répercussions se sont étendues au-delà de nous deux. Dans les 2 semaines qui ont suivi, des amis communs ont commencé à prendre contact. Pas de manière agressive, mais avec prudence. On avait raconté à quelques-uns d'entre eux une version de l'histoire qui me dépeignait comme impulsif. Selon Margot, j'avais paniqué à cause d'un conflit d'emploi du temps mineur et j'avais surréagi au lieu de communiquer. Je m'y attendais. La gestion de la réputation a toujours été l'un de ses points forts. Je n'ai pas contre-attaqué. Quand on me le demandait directement, je donnais une explication simple. Elle a priorisé sa présence physique auprès de son ex pendant la semaine de notre voyage de noces. Je ne considérais pas cela comme compatible avec le mariage. J'y ai mis fin. La plupart des gens se sont tus après cela. Les faits ne nécessitaient aucune exagération. Une de ses amies a tenté une médiation. Elle a appelé et a suggéré que Margot avait toujours eu ce côté protecteur et que je devais le savoir en m'engageant. J'ai convenu que je savais qu'elle aimait qu'on ait besoin d'elle. Ce que je n'avais pas accepté, c'était d'être secondaire par rapport à un ancien partenaire la première semaine de notre mariage. Il y a une différence entre la compassion et une loyauté mal placée. Par des cercles communs, j'ai appris que Margot avait bel et bien passé cette semaine de voyage de noces avec Rémi. Pas dans un scénario d'escapade romantique, juste à son appartement. Des courses, des discussions nocturnes, toute la présence de soutien qu'elle avait décrite. Quand j'ai entendu cela, je n'ai pas ressenti de jalousie. Je me suis senti conforté. Parce que si elle croyait vraiment que nos fiançailles étaient récupérables, elle aurait immédiatement pris ses distances. Au lieu de cela, elle a pleinement assumé le rôle qu'elle avait défendu. Vers cette époque, elle a tenté un dernier contact indirect. Elle a envoyé un colis à mon bureau avec quelques affaires que j'avais oubliées dans l'appartement et un petit mot manuscrit. Pas d'insulte cette fois. Pas de position défensive. Juste une déclaration disant qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais que l'amour n'est pas une compétition. Je n'ai pas répondu. J'ai remis le mot dans l'enveloppe et je l'ai classé avec le reste des documents du mariage annulé. Pas par amertume,
mais pour clore le chapitre. Je traite les fins de la même manière que je traite les contrats. Une fois résiliés, ils sont archivés, et non rouverts. Le plus étrange est la rapidité avec laquelle ma routine s'est stabilisée. Le travail, la salle de sport, les soirées à la maison. Le drame avait disparu et avec lui, la négociation constante pour ma place. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de partager mon avenir avec quelqu'un qui appartenait encore à son passé. Environ un mois après que tout s'est terminé, j'ai croisé Margot à la fête de fiançailles d'un ami commun. J'ai hésité à y aller, mais éviter indéfiniment les lieux publics me semblait inutile. Je ne me cachais pas. Je suis arrivé, j'ai félicité le couple et j'ai gardé les conversations superficielles. Pendant la majeure partie de la soirée, Margot est restée de l'autre côté de la pièce. Elle avait l'air calme, voire confiante. Si quelqu'un ne connaissait pas la chronologie des événements, il n'aurait pas deviné que quelque chose d'important s'était produit. Finalement, elle s'est approchée. Pas de façon théâtrale, juste un contact visuel direct et une simple déclaration selon laquelle nous devions dissiper les malentendus. J'ai accepté de sortir quelques minutes. Cadre public, environnement contrôlé. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi. Elle m'a dit que Rémi avait commencé à fréquenter quelqu'un d'autre et qu'il allait mieux. Il y avait un ton sous-jacent, quelque chose de presque plein de ressentiment. Elle a dit qu'elle réalisait qu'elle s'était trop investie pour lui pendant des années et que j'étais la seule personne à l'avoir jamais confrontée à ce sujet. J'ai écouté. Puis elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit qu'elle s'attendait à ce que je me batte plus fort, que je discute davantage, que j'essaie de la reconquérir face à ses propres instincts. Elle a présenté mon côté décisif comme un abandon. Selon elle, l'amour signifie surmonter les pires tendances de quelqu'un, et non s'en éloigner. Je lui ai dit calmement que je n'étais pas intéressé par l'idée d'éduquer une partenaire. Je suis intéressé par le fait de construire avec une. Je ne suis pas parti parce qu'elle se souciait de quelqu'un. Je suis parti parce qu'elle a clairement fait comprendre que j'étais négociable. Elle m'a demandé s'il y avait une quelconque version des événements où je reconsidérerais ma décision. J'ai répondu honnêtement, non. Non pas parce que je la détestais, non pas parce que je voulais me venger, mais parce qu'une fois que j'ai vu comment elle classait ses priorités sous la pression, je l'ai cru. Elle a eu l'air frustrée mais pas surprise. Je pense qu'une partie d'elle savait que je ne bluffais pas le matin où j'ai tout annulé. Nous sommes rentrés à l'intérieur séparément. Je suis resté 1 heure de plus, puis je suis parti sans lui dire au revoir. Ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé. Cela fait 8 mois que j'ai annulé le voyage de noces, le mariage et la relation le même matin. D'un point de vue logistique, les conséquences ont été simples. J'ai perdu quelques arts. J'ai déménagé 2 fois en 1 an. J'ai dû expliquer à la famille élargie pourquoi les invitations étaient annulées. Rien de tout cela n'a été agréable, mais tout était gérable. L'argent peut être regagné. La réputation se stabilise quand on reste cohérent. Ce qui est resté gravé en moi plus longtemps, c'est la clarté de ce moment à la table. Quand Margot a dit qu'il avait besoin d'elle cette semaine-là, elle s'attendait à une négociation. Elle s'attendait à un compromis. Elle s'attendait à ce que je m'adapte à son sens de l'obligation. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que je prendrais sa déclaration au pied de la lettre et que je prendrais une décision en conséquence. Je ne pense pas qu'elle était la méchante de l'histoire. Elle ne complotait pas secrètement pour retourner avec son ex. Elle croit sincèrement qu'être indispensable est une preuve d'amour. Le problème est qu'elle veut être indispensable à tout le monde en même temps. Cela semble généreux en surface, mais en pratique, cela crée de l'instabilité. Quelqu'un finit toujours par être à la 2e place. Je refuse d'être cette personne. Depuis lors, j'ai fait des rencontres sans engagement mais en prenant mon temps. Je suis plus attentif à la façon dont quelqu'un gère les limites, pas seulement avec les ex, mais avec le travail, les amis et la famille. Lorsque des conflits surviennent, je prête attention à qui est priorisé sous la pression. Les mots sont flexibles. Les actes ne le sont pas. Occasionnellement, j'ai des nouvelles de Margot par des connaissances communes. Rien de dramatique. Elle a changé d'appartement. Elle a changé de travail. Rémi n'est plus un sujet quotidien, ce qui est ironique. Je ne ressens pas de colère quand j'entends son nom. Je ressens de la distance. Si j'avais attendu, discuté plus longtemps, ou essayé de concurrencer son passé, nous aurions peut-être été jusqu'au mariage.
Et alors j'aurais été légalement et financièrement lié à quelqu'un qui considérait ma position comme ajustable. Annuler tout en un matin a semblé extrême de l'extérieur. De l'intérieur, cela semblait proportionnel. Parfois, la décision la plus propre est celle qui ne laisse aucune place au doute. Commentaire, je voulais vous dire à quel point il est important de connaître sa propre valeur dans une relation. Poser des limites claires n'est pas un signe de faiblesse, mais une vraie forme de respect envers soi. J'ai réalisé que la gentillesse commence toujours par soi-même avant de se tourner vers les autres. Vous méritez quelqu'un qui vous fait naturellement passer en priorité, sans que vous ayez à le demander. Choisir la paix plutôt que le chaos demande du courage, et c'est une décision qu'on ne regrette jamais. Assumer ses choix nous permet d'avancer avec plus de sérénité. La guérison arrive doucement quand on accepte enfin ce qui ne nous convient plus. Je vous invite à réfléchir tranquillement à ce qui compte vraiment pour vous au quotidien. En apprenant de nos expériences, on devient plus attentif aux signaux qui nous entourent. Rappelez-vous que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres, et continuez à cultiver cette force intérieure qui vous guidera vers des jours meilleurs. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.